Oui, bonjour. Je vous ai rejoint un petit peu en décalage puisque j'étais encore à la fac. Donc, je suis très content d'être avec vous. On est nombreux, je crois que 60 personnes ou 70, et je regardais rapidement. Donc, moi, Jacques Cité, je suis médecin généraliste en région parisienne et je suis aussi enseignant. Je suis professeur associé de médecine générale à l'Université Paris-Est de Créteil, qui est une fac parisienne de banlieue. Je suis un banlieusard et fait encore de la résistance par rapport aux grosses facultés qui fusionnent à l'intérieur de Paris. Et donc, nous avons, pour vous présenter très rapidement, je crois qu'on a 20 minutes, hein, c'est ça, hein. Oui. Voilà. Euh, 20 minutes et 10 minutes de questions après. voilà. Donc, l'idée de faire participer des patients, et on ne savait pas comment les appeler d'ailleurs il y a quelques années, patients experts, patients partenaires, enfin bref, ça a été d'ailleurs l'objet d'une réflexion et de débat, euh, euh, a émergé il y a plusieurs années. Et je me souviens d'une première initiative qu'on avait euh, avec le doyen de l'époque pour voir dans quelle mesure on pouvait associer des patients à l'enseignement. Alors, on n'avait pas d'idée très claire et je crois aussi que l'exécutif n'hésitait pas contre, mais bon, ce n'était pas une priorité pour eux. Et je me souviens à l'époque, on était venu avec des gens qui étaient notamment assez impliqués sur ces histoires de patients, patients experts, patients partenaires, notamment dans l'univers de l'éducation thérapeutique. Donc à l'époque, je me souviens, j'avais organisé une réunion avec Pierre-Yves Trénard. Et puis, ça n'avait pas donné lieu, à part le fait de constituer une réflexion et un travail d'une de nos internes qui est devenue enseignante et qui a participé au master d'éducation thérapeutique qui se trouve, à l'époque ça s'appelait Paris 6, c'est plus Paris 6, en tout cas, a réfléchi sur la question et on a été en mesure, dès lors, en ayant eu une réflexion un peu plus approfondie, de saisir au vol un appel à projet à l'intérieur de notre université en termes d'innovation pédagogique. Et nous avons proposé, un peu rapidement d'ailleurs, hein, parce qu'il fallait répondre rapidement à l'idée de faire une expérimentation pédagogique et d'intégrer des patients dans notre cursus de troisième cycle, puisque moi, je m'occupe essentiellement du troisième cycle de médecine générale. Donc, les futurs généralistes, hein, les spécialistes en médecine générale, dont le cursus est de 3 ans. La particularité de notre département, c'est que nous avons depuis très longtemps, depuis le départ, je pense qu'on est une des facultés qui ont porté l'idée de faire un cursus avec une évaluation ou même une certification des compétences, et donc, l'ensemble du cursus était organisé pour travailler les apprentissages et certifier les compétences des médecins en formation. Ce qui n'est pas facile, puisque le paradigme de la compétence, ce n'est pas ce qu'on retrouve la plupart du temps dans le premier et le deuxième cycle de médecine. Et donc, c'est un saut à faire. Ça a été un saut à faire par nous, mais j'ai eu des ancêtres avant qui l'ont fait. Mais je suis venu dans les premiers médecins. Et puis, c'est surtout aux étudiants de les faire passer d'un paradigme de connaissance à un paradigme de compétence. Et on s'est dit que ce qui était intéressant, c'est de voir dans quelle mesure, de manière très expérimentale, puisque nous, on se positionnait comme sur un apprentissage et sur une certification des compétences, dans quelle mesure le fait d'associer des enseignants euh, patients ou des patients partenaires enseignants, c'est finalement le terme que nous avons choisi, pouvait faire évoluer dans cette configuration-là, très clairement. Et donc, nous avons donc choisi de manière délibérée, puisque nous avons un enseignement facultaire en module. Ces enseignements se sont tous organisés sous forme d'enseignement dirigé, en fait. Nous n'avons pas de cours où on dispense des connaissances. Ce sont essentiellement
des enseignements dirigés basés sur soit des situations vécues, soit des situations à mener. Et donc, on a décidé de choisir comme module existant où on pouvait associer donc nos patients partenaires enseignants à un module de communication et un autre sur l'éducation thérapeutique. Et dans un deuxième temps, nous avons associé un troisième module qui s'appelle l'approche globale. Voilà, donc on était dans une logique de recherche-action en réalité. Et qu'est-ce qu'on voulait? C'était quoi les objectifs, les hypothèses? Dans quelle mesure le fait d'associer à cet enseignement qui était un accompagnement autour de la communication et l'éducation thérapeutique, ça pouvait changer, apporter une valeur ajoutée aux étudiants, d'ailleurs même peut-être aux enseignants d'ailleurs, hein, sur la question de l'acquisition, du travail de leurs compétences. Est-ce que leur regard pouvait se modifier? Est-ce que l'empathie pouvait aussi se modifier? Mais c'est surtout l'idée de pouvoir améliorer les compétences sur ces champs-là qui étaient comme hypothèse principale. Voilà. Alors pour cela, on a été amené à se transformer en recruteur. On n'avait aucune expérience de ce qu'il fallait. On connaissait nos amis de Bobigny qui avaient une expérience déjà avec un collectif de patients enseignants. On avait aussi un collectif qui existait à Paris 6, notamment autour du master d'éducation thérapeutique et de pédagogie. On a donc été amené à se mettre en posture de recruter, donc en passant par les voies diverses et variées, les associations, et donc on a donc construit cette fiche que vous voyez. Je ne vais pas tout dire. L'idée étant que on voulait identifier parmi les personnes que nous allions sélectionner un certain nombre de compétences, évidemment des compétences liées au savoir expérientiel. Ce qu'on ne voulait pas, c'est que ça ne soit du témoignage seulement, mais qu'il y ait une réflexion, une prise de distance par rapport à sa propre expérience et que cette personne ait un cheminement qui lui permet d'être dans une posture qui permet de mettre en perspective cette question du savoir expérientiel. Il fallait aussi que les personnes recrutées aient quelques compétences pédagogiques, donc qu'ils aient dans leur cursus été formés à animer des groupes, puisque nous, on travaille en groupe, et que la question de l'éducation thérapeutique soit quelque chose qu'elles connaissent, puisqu'on voulait les insérer là-dessus. Et puis, le troisième point, c'est en termes relationnels. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir des personnes finalement tout terrain, en capacité finalement d'encaisser, parce qu'on n'avait aucune idée de comment allaient réagir les étudiants. Donc, la capacité de pouvoir s'adapter et réagir par rapport à ce qui allait se passer et qu'on ne savait pas, et de favoriser la parole, de l'accueillir, tout en posant un certain nombre de choses. Donc, c'était un peu je ne sais pas, mais l'idée, c'est qu'on ne voulait pas, ce que je peux vous dire, parce qu'il y a une discussion avec le directeur qui, à l'époque, était un peu méfiant, on ne voulait pas avoir des patients experts. On ne voulait pas avoir des gens qui soient en posture de donner des leçons ou des choses comme ça. On voulait des gens qui puissent partager, mais en même temps qui aient suffisamment d'intelligence et d'expérience pour pouvoir faire avancer un groupe sur le plan pédagogique. Et donc, depuis 3 ans que ce projet est mis en place, on a été amené donc à se mettre en posture d'évaluer. Donc, on a mené une étude quantitative auprès des étudiants qui est terminée avec des premiers résultats, et 2 études qualitatives par entretien, d'une part sur une partie des étudiants et d'autre part sur une partie des enseignants, afin à la fois de comprendre le vécu et le retour de ces 2 catégories de professionnels, et puis aussi de savoir un petit peu, l'étude quantitative, c'est plus une étude de satisfaction pour voir un petit peu ce qu'il en est
des étudiants qui en sont passés par cette expérimentation. Et là, je passe la parole à Laure. Je ne sais pas si j'ai dit. Laure, si il y a Et des choses que j'ai oublié de dire ou qui ne sont pas assez précises, tu peux compléter. après, il y a de toute façon la suite où on Oui, reviendra. Voilà. Donc, Laure Poissevara, donc moi je suis donc PPE pour simplifier les choses, sinon c'est un petit peu loin à dire. Donc, je suis également chargée de cours à l'UDP Sorbonne depuis 2019. Donc, l'UDP, c'est l'Université des patients. C'est entre autres un endroit où a été diffusée justement cette annonce. Et je fais partie du jury d'éducation thérapeutique le DU de TP qui accueille patients et soignants, est un diplôme validé UPMC Sorbonne. Par ailleurs, je suis ingénieure en sciences de l'éducation et doctorante au labo FOAP, le formation et apprentissage professionnel au Conservatoire des arts et métiers à Paris. Et ma directrice de thèse est Catherine Tourette-Turgis, donc la fondatrice de l'Université des patients Sorbonne. Mon objet de recherche est en lien avec le patient formateur dans les cursus de formation de soignants au sujet de son statut, ses vulnérabilités. On a vu tout à l'heure avec le témoignage de Carole que ce n'est pas forcément simple, ces questions de statut, son pouvoir agir et ses savoir agir complexes, au sens de tardif. Par ailleurs, j'ai été pendant 25 ans formatrice et chef de service pédagogique auprès d'un public de jeunes placés par l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance et la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi auprès de publics adultes. J'ai donc une pratique de l'accompagnement dans des projets d'insertion sociale et professionnelle et j'ai monté des dispositifs de formation adaptés aux besoins et à la réalité du public. Bon, j'aurais pu démarrer mon intervention au moment de mon recrutement en tant que PPE, mais je crois essentiel pour comprendre une trajectoire de porter un regard à minima sur le passé pour expliquer le présent et comprendre l'ancrage personnel et par la suite le processus engagé. J'ai souhaité partager cela avec vous, à savoir d'où je parle. Donc, le processus engagé pour me présenter au poste. Nous verrons ensuite l'intégration et ses effets et également la progression. Donc, le processus engagé avant de postuler, tout d'abord, il y a eu un déclencheur. Parce que qui dit malade chronique dit qu'on a eu des disruptions, comme c'est un petit peu le mot à la mode actuellement, dans le parcours de vie. Et en l'espace de 5 ans, je suis passée de manière vertigineuse du statut ordinaire d'un chef de service CDI temps plein. Et suite au diagnostic tardif, cependant, puisque on a mis 28 ans à me diagnostiquer, handicapée, sans emploi, parce que mon entreprise a fermé, puis en invalidité catégorie 1, puis catégorie 2, avec des manifestations de la maladie me laissant avec des séquelles et un traitement immunosuppresseur. Mais ce qui a été déclencheur, c'est d'être étiquetée par l'administration comme étant sans profession. C'est-à-dire quand je faisais des dossiers à droite à gauche, voilà, on me disait, vous êtes sans profession. Donc ça, c'était très, très rude à vivre. Et après m'avoir abattue, cela m'a révoltée. Et une présentation de l'Université des patients au journal télévisé a changé la donne. J'avais pendant mes hospitalisations bénéficié d'ateliers d'ETP, donc d'éducation thérapeutique du patient, et je me suis dit que je pourrais peut-être être moi aussi intervenir en tant que patient expert dans ces ateliers. Alors je reviens sur ce terme, effectivement, patient expert qui est un peu galvaudé parce qu'il faut comprendre l'origine du terme expert et effectivement, par rapport donc au travail qu'a fait Schwartz sur le travail du patient, mais c'est dans ces termes d'expertise des activités qui mènent pour ça, pour se maintenir en santé, comme aussi le rappelle Catherine Tourette-Turgis. Voilà. Les objectifs pour faire cette formation, puisque donc cette formation m'a intéressée, c'était tout d'abord tout simplement pour me sortir de mon isolement, pour avoir une activité personnelle autre que thérapeutique, pour une mise en projet, éventuellement intervenir comme patient expert, comme je le disais, mais aussi parce que j'ai des croyances. Des croyances que la formation est un vecteur de réussite, ça c'est une croyance familiale et personnelle. La croyance que la formation est un vecteur de transformation, c'est aussi en lien, c'est pour ça que je vous ai parlé de mon expérience professionnelle antérieure. Croyance que le temps de la formation est un temps privilégié pour mobiliser des ressources pour redessiner une trajectoire.
mais aussi ce sera une motivation pour postuler à Créteil, car c'est une opportunité formidable pour interagir, et notamment quand on souhaite améliorer la relation patient-soignant, d'intervenir quand les esprits sont ouverts à la connaissance, lorsque les soignants se forment, en l'occurrence les internes en médecine générale. Laure, excusez-moi, je me permets, il vous reste 2-3 minutes maximum. Ah, moi j'ai noté que... Ah bon, Après, il y a les questions-réponses. moi j'ai... Il y avait 10 minutes, moi j'ai 5 minutes là. Ouais, il me reste 5 minutes normalement. Ok. Je reprends donc le chemin de la formation d'une formation diplômante, l'EDU, ETP, validée par l'UPMC Sorbonne. Cette formation m'a permis de reprendre confiance en mes capacités, de valoriser et revaloriser mon image, de me réapproprier ma trajectoire personnelle et professionnelle. Et en 2018, une des responsables du DU me présente cette annonce. Ça m'a signifié une reconnaissance dans mes aptitudes et renforcé ma confiance en moi. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Jacques, il y a une médecin généraliste qui est venue faire son Master 2 à l'Université des patients, validé par l'UPMC Sorbonne. Et c'est donc par ce biais-là que l'annonce aussi a été diffusée. Donc, le projet m'a séduit. Ma motivation pour répondre à cette annonce, je voulais exprimer. Il était important pour moi de m'investir dans un projet auquel je crois et qui sert la collectivité. Donc, postuler, tout d'abord, ce n'était pas simple parce que postuler, c'est le premier écueil, c'est comment parler de soi en tant que malade chronique en répondant à l'annonce. Donc, parler de soi, parler de jeu intime ou par un jeu objectivé pour que ces savoirs expérientiels du vécu avec la maladie puissent devenir un atout. Ce changement épistémique pour le patient que j'étais avant cette expérience fut un bouleversement et un tournant majeur qui a expulsé aussi mon agentivité. Se convaincre, c'est aussi faire des agir sur soi, avant même de convaincre l'autre qu'on puisse être de nouveau apte et utile et expliquer les trous dans son CV quand on a été obligé d'arrêter de travailler pendant 5 ans du fait de manifestations de la maladie et d'une peur de dévoiler ses vulnérabilités. La procédure de recrutement, vous l'avez vu. Je viens à l'intégration. Donc, c'était tout d'abord bienveillant dans le sens où, pour moi, il y a eu une mise en acte des mots figurant dans la fiche de poste, c'est-à-dire l'empathie, la bienveillance, le respect de la parole, la place à la parole de l'autre, l'aide de l'élaboration de la parole, faire preuve de solidarité avec ses collègues médecins enseignants. L'attention portée à l'autre, pour moi, elle est nécessaire pour instaurer une relation de confiance. C'est ce qui fonde nos relations, l'attention portée à l'autre. C'est aussi l'attention, par exemple, que porte le médecin envers son patient quand il doit annoncer un diagnostic. Ça relève de la même logique. Donc, c'est établir la communication avant de penser à délivrer le message. Préalable à notre intégration, le fait qu'il y ait eu un travail effectué en amont pour nous accueillir et faciliter notre intégration, un consensus avec l'équipe pédagogique sur notre présence, une harmonisation des contenus de formation des modules de communication et ETP, le choix du terme partenaire pour rendre lisible la collaboration, notamment à l'adresse des étudiants pour signifier la légitimité de notre présence et asseoir notre crédibilité auprès d'eux et réduire l'asymétrie et donc signaler cette réciprocité. Le fonctionnement en binôme pour mimer l'alliance thérapeutique souhaitable entre le patient et le médecin, petit clin d'œil adressé aux étudiants, mais en l'occurrence rendre lisible une alliance pédagogique entre le médecin enseignant et le PPE, et avoir prévu la présence d'un patient au sein du COPIL, le comité de pilotage du projet expérimental de recherche, d'être associé à la réflexion et à l'évolution du projet. Donc, je dirais, pour finir, parce que moi dans mon chronomètre, il reste 2 minutes, au moment de l'intégration, donc, une présentation a été faite à l'équipe et une journée d'information nous a sensibilisés à la rencontre avec les internes. Par la suite, on a fait des débriefings. On disait tout à l'heure que c'est important et il est vrai. Ça permet des ajustements de contenu. On participe à des groupes de réflexion en téléconsultation, en vaccination. On participe à l'évaluation formative, mais pas encore à l'évaluation sommative. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Et dans la progression et concernant l'enquête justement qualitative, a montré que les PPE se sont sentis accueillis et intégrés et que, par contre, ils ont eu des difficultés à comprendre le cursus et les objectifs de formation au début. Donc, on posait des questions sur la progression pédagogique, par exemple, la prise en compte des avis des étudiants, sur le besoin de formation, sur la connaissance par les étudiants des réseaux de partenariat. Et de ce fait, moi, j'ai fait une démarche personnelle pour comprendre. Donc, j'ai lu de nombreux articles, demandé à la scolarité du DMG le projet pédagogique,
les référentiels de compétences pour comprendre la nouvelle réforme, le changement de paradigme avec la pédagogie par compétences, la redéfinition des compétences du médecin généraliste avec la marguerite des compétences, et donc aussi bien sur le plan national qu'international. Ce qui m'a amené, en restant en contact avec l'Université des patients, à me lancer dans un doctorat et de développer une réflexion sur le patient formateur, et également de collaborer à la co-construction d'une masterclass récemment pour le patient formateur et préparer justement des personnes qui souhaiteraient s'insérer dans les cursus de formation de soignants en étant patient formateur. Et voilà. Présent. Merci à vous deux et merci Laure. Désolée de vous avoir un petit peu rappelé le temps. C'était pas le but de vous couper nullement, mais plutôt d'avoir cet espace d'échange après. Il y a eu beaucoup de réactions dans le chat. Si je peux me permettre de vous en communiquer une, la première qui a été répertoriée, c'était plutôt sur votre discours, Jacques. Il y a certaines personnes qui ont pu trouver ça assez violent. Le terme dont vous avez pu dire où il fallait des personnes intelligentes et ayant du recul pour apporter quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup qu'est-ce que vous entendez par l'intelligence de la personne? Est-ce que vous pouvez peut-être… Alors, c'était volontairement provoquant. Je sais à qui je m'adresse, mais j'aime bien utiliser un mot. Alors, il faut bien vous dire une chose, que la question de l'expertise du patient, ce n'est pas une chose qui est évidente parmi les soignants. Et qu'en plus, lorsqu'on est dans un secteur, dans une discipline qui est une jeune discipline comme la médecine générale, c'est une vieille pratique, mais c'est une jeune discipline universitaire. On se construit, et en plus, d'autres choses en plus, non seulement on se construit, mais on se construit en fait contre le système actuel, qui est le système qui était quand même basé sur les connaissances. Et là, on construit tout un dispositif qui est basé sur la certification des compétences, et c'est compliqué. Ça fait beaucoup de choses. Quand les étudiants passent du deuxième cycle et au troisième cycle, ça fait beaucoup de révolutions. Si en plus, on leur met une innovation de plus qu'ils ne comprennent pas et auxquels ils ne sont pas habitués, il n'y a pas du tout. C'est la première fois à l'université de santé qu'il y avait les patients qui intervenaient. Non, donc, je vais baisser le ton parce que je suis en visio là. Et donc, l'enjeu, alors quand je parle d'intelligence, c'est en fait l'intelligence de situation. C'est l'intelligence un peu, c'est pas une intelligence intellectuelle, c'est de comprendre, et d'ailleurs, peut-être que Laure pourra le dire, c'est en fait, on allait expérimenter quelque chose qu'on n'avait jamais fait, et on voulait des personnes avec suffisamment de souplesse pour saisir des difficultés éventuelles et faire avec. Parce que, en fait, Laure dit qu'elle a dû se documenter, apprendre, et c'est vrai qu'on les a un peu laissés. Il y avait un cadre, mais c'était pas trop. La mission, c'était d'être avec, de commencer à co-animer avec d'autres enseignants. Et ce travail-là d'apprentissage réciproque s'est fait au fur et à mesure. Et donc, très clairement, il y avait cette notion de pouvoir comprendre et de s'adapter. Et moi, j'ai travaillé avec Laure et avec d'autres, avec l'un des trois autres patients partenaires enseignants, et il me semble que ce qu'ils nous disaient, c'est qu'au départ, ils étaient un peu perdus parce qu'il fallait qu'ils s'adaptent. Et c'est ce que j'ai perçu qu'il fallait apporter. Donc, je voulais plutôt des gens qui puissent… Je disais parce que j'ai contribué à faire les entretiens pour pouvoir retenir les personnes. Et donc, c'était un peu ça qu'il fallait. C'est des personnes suffisamment souples pour même être en situation difficile et pouvoir s'en sortir. En fait, heureusement, ça ne s'est pas produit, mais nous, on avait anticipé ça parce qu'il y a des résistances et nous, on a des étudiants qui eux, sont un peu cadrés et de pouvoir quand même. C'était ça, cette notion d'intelligence. Ce n'était pas l'intelligence intellectuelle, c'est l'intelligence des situations. Et je peux vous dire que toutes les personnes n'ont pas cette capacité. Merci. Voilà. Et donc, voilà. Merci d'avoir apporté cet éclairage au questionnement du coup des participants. Il y a d'autres questions également, peut-être plus pour vous, Laure, dans le chat sur
finalement les modalités d'intervention où interviennent les patients enseignants que vous avez évoqués et quel est leur rôle un petit peu au niveau des différents enseignements. Alors, ça a été dit au tout début, donc sur les modules de communication et d'éducation thérapeutique du patient, et également en approche globale. Donc, l'approche holistique du patient. Oui? Ouais, juste pour préciser, Laure, en fait, est-ce qu'il y a d'autres patients qui sont recrutés comme vous et au sein du département et en fait, ils interviennent, ou est-ce qu'il y a d'autres patients qui interviennent peut-être un peu ponctuellement dans le cadre des enseignements? Alors, au niveau des enseignements, de ce que je sais, parce que c'est par rapport là essentiellement au département médecine générale, donc nous avons été 3 personnes recrutées. Donc, ça apparaissait dans les premières diapos. Hein, voilà, mais c'est vrai qu'avec toute la formation, donc voilà, on a été 3 personnes recrutées. Alors, je tiens à dire aussi, parce que j'ai vu dans la conversation, mais que on a pour certains des handicaps invisibles, on va dire, entre guillemets, mais pas tous, et qu'on a des situations complètement différentes. C'est-à-dire que moi, je suis par exemple en invalidité catégorie 2, et ça me permet quand même de travailler, parce qu'on me posait une question tout à l'heure sur aussi, est-ce que vous êtes rémunéré et Carole parlait de ça tout à l'heure aussi, sur est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'être bénévole Donc là, on est rémunéré, et il y a des possibilités de le faire, même quand on a des statuts un peu compliqués. Il y a effectivement une étude des statuts à avoir, parce qu'il y a des combinaisons à faire. Sinon, effectivement, certaines personnes peuvent perdre certains droits. Donc, il faut faire attention à ça. Mais si on est précautionneux, tout se passe bien. Donc là, depuis 3 ans, moi, par exemple, je suis passée du portage salarial auto-entrepreneur à maintenant enseignant vacataire. Donc voilà, donc vous voyez, ça évolue le statut, mais il y a des solutions. Voilà. Merci. Merci Laure. Et il y a d'autres enseignants, d'autres patients partenaires qui interviennent également en dehors de ces 3 personnes? De ce que je sais, non, pas sur le. Non. Voilà, en fait, on en a 3. Elles sont tellement super qu'on n'en prend pas d'autres. Et en fait, il y a plusieurs niveaux dans cette expérimentation-là. Il y a le fait qu'on met dans un dispositif qui est fondé sur la compétence, qui est déjà assez révolutionnaire, on va mettre des personnes qui ne sont pas des médecins. Voilà. Et il faut leur donner une légitimité. Tout de suite, notre idée, c'était de dire, ce sont des enseignants, ils doivent rentrer dans le cadre. Mais encore faut-il expliquer ça à l'administration. C'est pour ça qu'avec Laure, j'ai dû bricoler. J'ai dû faire du bricolage, et on a bricolé. Et je peux vous dire que le résultat actuellement, c'est qu'on a admis, pour l'instant, l'administration admet maintenant qu'ils sont rentrés après l'expérimentation dans un cursus normal. C'est-à-dire que ce sont des vacations d'enseignants, comme tout enseignant. Et pour l'instant, le doyen ne dit rien et les choses se passent bien. Mais au départ, ce n'était pas du tout comme ça. Et ensuite, le statut, lorsqu'on a une maladie et qu'on ne travaille pas, il faut effectivement, comme dit Laure, faire attention que les gens ne soient pas lésés par le fait qu'ils travaillent et qu'ils ont une rémunération qui est très secondaire, mais quand même qui peuvent changer. Donc tout ça aussi, c'est aussi l'expérience pour nous. Et notre objectif, c'était de rendre, si vous voulez, normal, et j'espère qu'on est arrivé, de rendre dans le cursus normal cet aspect-là. Ils font partie de l'équipe enseignante. Et là, la question qu'on est en train de se poser, c'est dans quelle mesure donc Cédric, Laure et Sophie, qui sont les 3 partenaires patients, partenaires enseignants, vont pouvoir discuter du programme. C'est-à-dire comment on va pouvoir modifier tout ça. Mais vous voyez, il faut un peu de temps parce qu'il faut aussi appréhender tout ça. Et donc, réellement, le rôle d'enseignant est en train de grandir. Et puis, ce que je peux vous dire, on ne les a pas présentés, c'est que ça a été largement bien accueilli par les étudiants. C'est devenu naturel. Moi, je le perçois comme ça. Je ne sais pas l'heure ce qu'elle peut dire, mais c'est devenu naturel. Très rapidement, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est aussi sur la forme aussi que nous avons. Parce que ce ne sont pas des enseignements où on donne des cours, mais ce sont des temps d'échange. Et du coup, le temps d'échange, chaque parole, chaque chose qui se dit a son importance. Et c'est le croisement de ces points de vue, de ces paroles qui permet finalement de progresser sur les compétences. Donc finalement, moi ce que je peux dire, c'est que les hypothèses qu'on avait sont bonnes. C'est qu'effectivement, il y a de la valeur ajoutée
mais dans ce dispositif. J'aurais été dans un dispositif différent, ça aurait été différent. Ok, merci beaucoup en tout cas de cet éclairage et puis de cet apport sur la contrainte aussi un petit peu institutionnelle et administrative qui a été la vôtre et qui, on le voit, nous oblige peut-être à nous adapter pour développer la place pour le patient dans l'enseignement à destination des professionnels de santé. Alors, on a complètement réorganisé un petit peu notre planning, mais c'est très bien. Il nous reste 5 minutes peut-être pour prendre quelques questions et, voilà, sur les 3 présentations. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole. Je crois qu'il y avait Carole Lefloche qui avait une question. Eh bien, super. Je vais bien lui donner Carole, on te laisse du coup mettre ton micro? Oui, je crois que c'est bon là. Je ne sais pas comment vous dire. J'ai pas toujours encore le langage politiquement correct, mais là, je me sens comme une marchandise, quoi. Je me sens comme une marchandise parce qu'en gros, et je l'ai trop vécu, ça, en gros, c'est quand on en tient une bonne, on la garde. Comme ça, on se fait pas chier à reformer les autres. Je suis désolée, il faut que je le sorte parce que je l'ai vécu, ça m'a aussi beaucoup abîmé, ça. Qu'on passe directement à l'expérience vécue, à un savoir expérientiel. Non, il y a une passerelle entre les deux. C'est pas parce quand on retransmet, quand on utilise ce qu'on a vécu dans un cours d'étudiant, c'est un niveau, c'est une étape, et il y a une passerelle pour arriver à conscientiser, à construire un savoir expérientiel. Et à partir du moment où on l'a fait, on n'a pas un autre niveau. Et en fait, à vouloir conserver toujours les mêmes personnes qui vont se professionnaliser, parce que je le vois bien, et Laurence le voit bien aussi, au fil des années, j'ai pris un autre langage, j'ai accumulé aussi par-dessus mon savoir expérientiel des savoirs pratiques et théoriques, et j'ai plus la même prise de parole ni la même façon de retransmettre les choses. Et c'est pour ça que je garde pied dans ce conseil, conseil consultatif, de régional des personnes accueillies et accompagnées, parce que moi je travaille avec des gens qui étaient comme moi en fait et qui ont des 10 ans, 17 ans de rue en fait, et qui vont mettre le pied à terre, et je prends jamais la parole à leur place, parce que quand ils s'expriment d'une certaine façon qu'ils font ressentir. Alors oui, j'utilise le témoignage parce qu'on est tous pareils au démarrage. C'est le témoignage, le seul moyen de pouvoir communiquer ce qu'on a vécu. Et ça, c'est un niveau. Et je leur parle de cette possibilité d'un savoir expérientiel, de comprendre leurs compétences. Mais peut-être que, ils n'ont pas envie, quoi. Ils sont fracassés par la vie. Ils ont envie de communiquer, ils ont envie de travailler avec les étudiants, et ils le font ressentir. Et quand vous le travaillez et que ça devient professionnel, vous ne faites plus ressentir la même chose. La dame qui parlait de l'expérience, la Catherine Cerizet, m'en a parlé à rapport aux acteurs, et quand on en a discuté, j'ai dit mais un acteur et tout ça, et elle me dit ça protège beaucoup parce que lui simule le symptôme et tout ça, et en fait elle a dit, et moi elle m'a dit, moi en tout cas je revivrai pas ce que j'ai vécu. Elle m'a dit, moi si tu me fais faire ça dans les étudiants, mes blessures vont se réouvrir et ça va être beaucoup trop violent. Et je suis désolée, il fallait que je m'exprime là-dessus. Ce que vous faites là, et vous voyez, merci à Laurence en fait de pas technotiser ou je sais pas quoi tout ce qu'elle présente, parce que quand ça devient technique, vous voyez, ça paraît plus authentique. Vous voyez, là, je ressens pas. Je ressens pas ce qui peut se passer dans ces cours avec ces étudiants. Merci Carole. Et je ne voulais blesser personne. Non, mais la parole est libre et respectueuse, et puis on va se permettre aussi de faire un retour avec Jacques ou Laure, si vous voulez apporter des éléments. Oui, allez-y. Ouais, moi je veux bien répondre, parce que en fait, la différence qui est notable, alors c'est que je sais que ailleurs, dans d'autres endroits, on demande à ce qu'il y ait des patients qui soient stabilisés, qui soient en rémission, qui n'ont plus de manifestation de leur maladie, ce qui n'est pas le cas du tout à Créteil. Moi, j'ai une sclérose en plaques active, et donc avec plus de 80% de handicap et une invalidité catégorie 2. Et on ne m'a jamais dit non, vous risquez d'être malade, vous risquez d'être absent. Ça n'a jamais été un critère pour me dire non, vous ne ferez pas partie des personnes recrutées. Donc alors évidemment, là on n'est pas dans le travail social à la rue, c'est dans un autre cas de figure, j'entends bien. Puis j'ai travaillé aussi dans le social, donc je connais quand même bien. Mais si vous voulez,
on est, pour le coup, nous, on va dire, si on compare, encore dans la rue, c'est-à-dire on est avec notre maladie active. Voilà. Donc, quand on parle aux étudiants, on est dans des jeux de rôle, par exemple, on est dans des analyses de pratique, donc on est dans du pratico-pratique, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille surtout les savoirs expérientiels, que ce soit du patient d'ailleurs, que du médecin. C'est-à-dire que là, on n'intervient pas au niveau, comme en second cycle, sur des objectifs disciplinaires. On intervient sur des situations authentiques et donc sur des savoirs agir complexes, c'est-à-dire comment remobiliser ces savoirs, ces compétences, avec la présence d'un patient. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment voilà, d'avoir le patient en face. Voilà. Et ensuite, par rapport à une autre partie de votre question qui était entre le vécu et le savoir expérientiel, alors il faut savoir que le Créteil a fait ce choix, mais d'autres ont fait d'autres choix sur d'autres facultés, mais c'est le choix de Créteil de demander à ce que les personnes aient des notions de pédagogie, à demander à ce que les personnes aient des connaissances aussi en éducation thérapeutique du patient pour pouvoir intervenir. Donc, il y a déjà sur nous trois, on est tous les trois, donc mon autre collègue, elle est aussi, elle, enfin moi je l'ai été, mais elle l'est actuellement, elle, dans un lycée pour personnes en grande difficulté, et plutôt donc avec les migrants et sur l'apprentissage du français, le FLE. Et l'autre personne est aussi dans le secteur de la formation, mais plutôt les beaux-arts et l'école Boulle, etc. Et donc, tous les trois, nous avons donc une maladie chronique active. Voilà. Donc, on a fait cette bascule, effectivement, des vécus au savoir expérientiel. On l'a fait, ce travail-là. Donc, voilà. Maintenant, le choix de se dire, ça va être que 3 personnes, je pense que, enfin, je ne suis pas à défendre Jacques, mais je pense que c'est simplement pour dire, ben pour l'instant, on a souhaité tous ensemble, je crois, faire les choses, s'accorder le temps, se donner le temps pour faire les choses bien, pour peut-être après accueillir d'autres personnes. D'ailleurs, nous, dans notre idée, même les PPE, on a voilà. Mais ne pas faire les choses à la va-vite, ne pas juste, voilà, pas de tokenism, comme on dit en anglais, quoi. C'est-à-dire poser quelqu'un là, histoire de faire, d'avoir le prétexte d'avoir un patient dans le projet. C'est pas du tout le cas à Créteil. Vraiment, enfin, moi, je veux défendre ça parce que vraiment, c'est important. Merci Laure de votre retour. Il est 20h30, on va être obligé de s'arrêter là, mais je crois que là, il y a des échanges qui étaient très constructifs et qui se confrontaient un petit peu, mais c'est aussi dans ces confrontations qu'on apprend des choses. Et je crois aussi qu'on voit que les contextes sont différents en fonction des villes, des pays, des organisations, et que les philosophies aussi qui peuvent être développées derrière le partenariat peuvent parfois varier et qu'il importe de les clarifier pour ensuite en prendre conscience et véritablement savoir ce qu'on met derrière. Donc en tout cas, on vous remercie vraiment tous et toutes